vous m'avez demandé de raconter quelques souvenirs personnels que j'ai gardés des ouches. Alors moi j'ai une longue admiration pour les ouches parce que je l'ai connu en 1955, quand j'étais étudiant à l'école normale en deuxième année. Donc j'ai eu plusieurs séjours aux ouches, d'abord en tant qu'étudiant en 55, puis en tant qu'organisateur scientifique de la session en 1964, puis à 3 reprises ou 4 reprises pour y donner des cours. Pendant cette longue période de 60 ans, hein, de 1955 jusqu'à maintenant, l'école a changé beaucoup. Au début, c'était une école pour des étudiants très jeunes. Je devais avoir 22 ans et je n'avais pas encore commencé mon diplôme d'études supérieures en 3e année dans le labo Kessler. Et ils m'ont conseillé de poser ma candidature pour l'école des ouches. J'ai été accepté, donc je suis parti en juillet et je suis resté 2 mois. À l'époque, on restait 2 mois, avec des cours tous les jours. C'était vraiment une école extrêmement sérieuse. Il y avait des professeurs exceptionnels comme Julian Schwinger, qui a été un des créateurs de l'électrodynamique quantique. Il y avait Paoli, le grand Paoli était venu faire un séminaire auquel on n'avait rien compris, alors que Schwinger était beaucoup plus clair. On était vraiment très impressionnés de voir Paoli, le principe d'exclusion, des choses comme ça. Alors, il préparait son séminaire, il était comme ça tout seul, il se balançait comme ça, je sais pas. Ça me rappelait des juifs orthodoxes devant le mur des lamentations, comme ça. Et on ne savait pas ce qu'il faisait. Puis il a fait son cours, il est venu devant le tableau, il était gros, il écrivait, on ne voyait pas ce qu'il écrivait, on ne voyait pas ce qu'il écrivait, parce qu'il cachait. Et puis après, des questions, il y avait Messia dans l'assistance, il a posé une question pour être poli, il a répondu « What a silly question ?» Alors, Schwinger, c'était un homme qui travaillait très tard le soir. Il devait se coucher à 2 h du matin ou 3 h du matin, il préparait ses trucs, et il dormait tard. Donc on lui mettait ses cours plutôt à 11 h ou l'après-midi. Et aux ouches, il y a il y a des vaches qui vont paître avec leurs cloches. Il était furieux contre les vaches. Elles m'empêchent de dormir. Il y avait eu, je crois, Uhlenbeck, qui était un grand spécialiste de la mécanique statistique. Il y avait eu Ramsey, Norman Ramsey aussi. Donc on a suivi ses cours. Schwinger a fait cours pendant 1 mois, je crois, consécutif, tous les matins, 1 h 30. C'était de la mécanique quantique très, très avancée. Et il y avait une ambiance extraordinaire. Le confort était très rude, hein, à l'époque. C'était des petits chalets. La salle de cours, c'était un truc en bois. C'était vraiment très, très primitif, mais il y avait une ambiance absolument extraordinaire. Parce que tout le monde était ensemble pendant 2 mois. On avait le temps de discuter, de revenir. Et donc j'en ai gardé un souvenir extraordinaire. Et puis j'ai beaucoup appris aux ouches. Et surtout, je crois que ce qui est important, c'est que quand on est jeune étudiant, et en particulier en France, où il n'y avait pas du tout de cours de mécanique quantique, pas du tout de cours de physique moderne, qu'on se trouve là-dedans avec les étoiles du champ de recherche mondial, ça donne une envie de continuer, de travailler, d'apprendre davantage. En plus, on est mélangé à 50% étudiants français, étudiants étrangers, donc ça faisait aussi l'expérience du fait que la science est internationale. Et en plus, la plupart des cours étaient en anglais, donc c'était un entraînement pour nous de suivre des cours en anglais et d'essayer de les comprendre. Et alors, à la fin de l'année, on avait des examens, entre guillemets. Les professeurs mettaient au tableau un certain nombre de sujets, et on choisissait l'un d'entre eux, comme on voulait. Et après, on avait 2 ou 3 jours entièrement libres. On pouvait aller à la bibliothèque, discuter avec qui on voulait. Et à ce moment-là, après avoir discuté, avoir lu des livres à la bibliothèque, se rappeler des cours qui ont été donnés, on rédigeait un petit mémoire de 2 ou 3 pages sur le sujet donné. Et moi, j'avais choisi un sujet donné par Ramsey. Le sujet était assez ésotérique. Discussion de la preuve de l'existence des moments magnétiques octupolaires. On connaît les moments dipolaires, les moments quadrupolaires. Les moments octupolaires, c'était déjà un peu plus spécialisé. J'avais travaillé, j'avais discuté, j'avais fait un petit rapport. Et il m'avait répondu 6 mois après. J'avais reçu une lettre, c'était des commentaires. Et il m'avait donné une note A-, peut-être A. I read with pleasure the excellent exam of Monsieur Claude Cohen-Tanuti. If this exam had been submitted to me here in the États-Unis, I would have given it a grade of at least A-, and probably A, which is the highest of the grades A, B, C, D, E, which we normally use, Norman Ramsey. Puis il y avait aussi un oral. Il y avait Claude Bloch de Saclay qui faisait un oral de mécanique quantique.
Et il m'avait interrogé là-dessus, j'avais répondu comme je pouvais. Il ne savait pas grand-chose en mécanique quantique à l'époque. Il avait répondu, possède de solides connaissances en mécanique quantique, mais aurait gagné à faire un exposé plus ordonné, mettant en lumière les points importants. Le commentaire de Ramsey était plus élogieux. Alors, j'y suis retourné une seconde fois, de manière complètement différente, en 1964. Je situe un petit peu l'époque. J'avais fini ma thèse de doctorat en décembre 1962. Et alors, en 1963, il y a eu le premier congrès d'électronique quantique et d'optique quantique à Paris. C'est là qu'il y avait les premières conférences sur les lasers, qui étaient à l'époque assez complexes, assez compliquées. Les gens considéraient que c'était un petit peu une curiosité, que ça n'allait pas servir à grand-chose. Et puis, quand même, il y avait des gens qui étaient très concernés, comme Bloombergen, comme Glauber. Glauber était là. Et moi, il m'avait impressionné parce qu'il avait fait une communication sur la cohérence en optique, les états cohérents, les fonctions de corrélation. Et je lui avais dit, ce serait un bon moment pour faire une série de cours là-dessus, ça serait très intéressant. Et à ma grande satisfaction, il a accepté. Et Cécile de Witt, qui était la directrice des Souches, a dit très bonne idée, et elle m'a chargé d'organiser scientifiquement la session de 2 mois avec un camarade de promotion qui est André Blandin, qui était plus orienté vers la physique que de la matière condensée. Et là, on a organisé une session qui a été exceptionnelle. Il y avait Norman Kroll, qui faisait un cours sur le Quantum Theory of Radiation, théorie quantique du rayonnement, qui était vraiment un truc fondamental. Glauber, Optical Coherence and Photon Statistics. C'est là qu'il introduisait les états cohérents et les fonctions de corrélation quantique qui maintenant sont absolument fondamentales pour toutes les études d'optique quantique. Ça, c'était un cours extraordinaire qui est cité, je ne sais pas combien de fois, que n'importe qui fait de l'optique cite ce cours. Voilà. C'est un texte que j'avais écrit à l'occasion des 90 ans de Roy Glauber. Dear Roy, we met for the first time in Paris in 1963, more than 50 years ago. At a meeting of quantum electronics, I was starting to organize les Ouches Summer School, which was planned for July and August 1964. The lectures that you gave at Les Ouches during the summer of 1964 were a memorable event. Your talent to explain the quantum nature of optical detection signals fascinated everybody. I really think that this course, which you gave in 1964, was the starting point of quantum optics. Et il paraît, j'étais pas moi, mais c'est Alain Aspect qui était là et qui a lu mon texte. Et il paraît que Roy Glauber était absolument ému et ravi de ce texte. Il y avait Brossel qui avait fait un cours sur le pompage optique, et j'en avais fait une partie. Il y avait Willis Lamb, un grand monsieur aussi, le Lamb shift est quelque chose de très important avec l'astronomie quantique, qui a fait une théorie des masers optiques. À l'époque, on les appelait les masers optiques. On ne les appelait pas encore bien les lasers. En plus, c'était sympathique parce que tous les gens assistaient au cours de tous les autres. Et Glauber et Lamb se disputaient parce que Lamb voulait faire tout classiquement et Glauber tout quantiquement. Alors il y avait des discussions entre les deux qui étaient passionnantes. Et en plus, Kassler était tellement passionné par les autres qu'il avait acheté un petit chalet sur la montagne d'en face, de Coupeau. On allait prendre le thé à Coupeau. Et il venait suivre les cours, tous les cours de toutes les années, parce qu'il adorait ça. Et il intervenait. Donc c'était une discussion de ces 3 personnages. Pour les étudiants, c'était fabuleux. Il y avait Ali Javan, qui a fait le premier laser optique. Il y avait Nicolas Bloombergen, qui est un grand spécialiste de l'optique non linéaire, qui a fait un cours magistral de 10 ou 12 cours sur l'optique non linéaire, les ferraments, tous ces trucs. Il y avait Pierre Aigrin, qui faisait les lasers à solide, et Jacques Winther. Donc c'était une session absolument superbe et ça donnait un dynamisme très fort au domaine de l'optique quantique. Alors après, j'y suis retourné un certain nombre de fois, mais alors comme professeur pour donner une série de cours. Il faut dire que le style de l'école a changé au cours du temps. Au début, c'était pour des jeunes étudiants. La première session à laquelle j'ai cité, c'était ça. La session que j'avais organisée avec Blandin, c'était un peu pour des étudiants un peu plus formés, mais c'était encore des cours de base, ça durait 2 mois. Et puis après, il y avait eu quelque chose qui s'était passé dans l'université française, c'est qu'il y avait les 3e cycles. Ce qu'on appelle les DEA, les diplômes d'études approfondies. Et il y avait à ce moment-là un grand nombre de cours de base, de mécanique quantique, de mécanique statistique, d'optique. Donc il n'y avait plus la nécessité de faire l'équivalent d'un 3e cycle aux Ouches, au lieu d'avoir des sessions de 2 mois. Il y avait des sessions de 1 mois, mais consacrées à ce moment-là sur un sujet donné de la recherche.
c'était beaucoup plus spécialisé. J'y suis revenu en 1975 à une session organisée par Roger Ballion, Serge Haroche et Sylvain Lieberman sur les frontières de la spectroscopie laser. Ensuite, je suis revenu en 82 à une session organisée par Gilbert Quimbert et Raymond Stora, Introduction à l'électrodynamique quantique, mais alors vue non pas par un physicien des particules, mais par des physiciens atomiques. J'ai fait aussi, toujours dans cette même session, un cours avec Jacques Dupont-Roch sur approche d'hamiltonien effectif à G-2, un des effets fondamentaux de l'électrodynamique quantique. J'y suis enfin revenu en 1990 à une session organisée par Jean Dalibard, Jean-Michel Raymond et Zine Justin sur systèmes fondamentaux en optique quantique. Et j'avais fait un cours sur le mouvement des atomes dans un faisceau laser, qui est un petit peu le refroidissement et le piégeage. Donc, si je pouvais dire quelque chose, à la lumière de ma propre expérience, c'est une institution qui a été une excellente idée, une idée merveilleuse de Cécile de Witt, qui a évolué dans le temps, parce qu'effectivement, forcément, les systèmes d'enseignement évoluent, mais dont l'esprit est essentiel, mettre ensemble des gens, niveau professeur, niveau étudiant, pendant 1 mois ou 2 mois, où ils mangent leur repas ensemble, où ils discutent ensemble, où après les cours, ils sont devant un paysage absolument féerique, le Mont Blanc, toute la chaîne des Alpes, discutons, revenons, s'ils n'ont pas compris, rediscutons, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Et ça, c'est une formule qui, je crois, est extrêmement importante. En plus, elle a donné l'occasion à des professeurs qui venaient de tous les coins du monde de rencontrer des étudiants avec qui ils avaient un contact facile, avec qui ils discutaient de manière positive, féconde. Et à ce moment-là, ils les invitaient à venir faire des thèses avec eux. On a vu des collaborations s'installer de cette manière qui ont duré des décennies après. Donc, je crois que ça a été vraiment quelque chose de magnifique et ça explique peut-être pourquoi la physique en France a été forte.